Bonsoir à tous. Je vais commencer par me présenter. Aujourd'hui, je suis coordinatrice pédagogique ici, à My Digital School. Et je donne des cours notamment en UX design et ergonomie web. Mais en fait, avant d'être coordinatrice pédagogique ici, j'ai eu deux métiers. Un premier métier qui était web designer à une époque où on faisait encore des sites en Flash. Donc je vais vous parler un petit peu de Flash ce soir, et c'est une vieille techno, mais voilà, je suis nostalgique de Flash. Je faisais surtout des sites full Flash, vraiment en immersion avec une expérience utilisateur très très forte, pour des compagnies de théâtre par exemple, donc on pouvait aller sur des choses assez ludiques. Et puis, je passe le détail, c'est pas ça qui est important ce soir, j'ai aussi ensuite été cofondatrice de Speaky Planet. C'est de ça qu'on va parler ce soir. Speaky Planet, en fait, c'est quoi? C'est un site internet de jeux en ligne pour les enfants, pour apprendre l'anglais. Donc, qui a été créé en 2011. Depuis sa création, je vous ai mis quelques chiffres, 6,6 millions de visiteurs uniques, 77 000 abonnés. Il y a actuellement 221 jeux en ligne. Et puis 3661 mots d'anglais qu'on peut apprendre sur le site. Donc moi, mon rôle à Speaky Planet, c'était, au-delà d'avoir cofondé la société, ça a été surtout d'être chef de projet. Et je vais vous dire un petit peu comment, en fait, l'objet du talk ce soir, c'est de vous dire comment le workflow de création de nos jeux a évolué au fur et à mesure du temps. Sachant que moi, j'ai quitté Speaky Planet en 2015, donc je vais m'arrêter quand je suis partie. Ce qui s'est passé après, j'ai quelques idées de ce qui s'est passé, mais je suis moins... Voilà, je peux moins facilement en parler. Donc, dans un premier temps, il y a eu ce que moi j'ai appelé l'ère artisanale, c'est-à-dire qu'on a tout fait avec nos petites mains. J'ai démarré toute seule par la création de 3 prototypes. Donc voilà à quoi pouvaient ressembler les jeux qu'on a fait au démarrage. Donc là, c'est un jeu pour apprendre le vocabulaire de la météo avec un présentateur sur une carte d'Angleterre. Et donc ces prototypes, moi je les ai créés toute seule en Flash. Et l'objectif pour nous, c'était de pouvoir tester notre concept auprès des utilisateurs, donc notamment les enfants. Donc ce qu'on a fait, en parallèle on a fait une étude de marché, on a validé que le projet était viable, répondait à un besoin, et donc c'est comme ça qu'on a décidé de se lancer. Et du coup, on a assez vite recruté un premier développeur, parce que moi je suis pas développeuse de formation, hein. Après j'ai appris à développer sur Flash, mais j'ai mes limites aussi, et puis le projet a assez rapidement pris de l'ampleur. Donc on a un premier développeur qui est arrivé, et lui, la première chose qu'il a faite, en fait, c'est qu'il a commencé à finalement... il a créé ce qu'on a appelé, nous, un wrapper, qui est une enveloppe, en fait, qui gère tout ce que je vous ai noté là, toutes les fonctions qui sont récurrentes sur les jeux, sur nos différents jeux. À savoir la gestion des niveaux de jeu, les vies, tout ce que je vous ai marqué là. Des choses un peu plus transparentes pour l'utilisateur, comme l'enregistrement de sa progression. Parce qu'on a après derrière des fonctionnalités avec des statistiques, avec un dictionnaire interactif, etc. Donc on enregistre en fait toute la progression des joueurs en base de données. Et donc c'est la première chose qu'il a faite, et ça a permis ensuite de gagner énormément de temps sur la création de nos jeux. Néanmoins, on avait à cœur de mettre en place des gameplays assez variés, assez diversifiés. On avait aussi une promesse qui était assez forte pour nos utilisateurs, c'est qu'on a démarré au début... Notre première version en ligne, il y avait 6 jeux. Mais 6 jeux, évidemment, ça ne suffit pas pour... parce que j'ai obligé de parler du modèle économique, c'était un site sur abonnement, donc ça ne suffit pas pour vendre de l'abonnement. Donc on avait une promesse qui était de sortir 3 nouveaux jeux par mois. Donc avec un besoin d'aller vite. Donc on a ensuite recruté d'autres personnes, un deuxième développeur, parce que ça manquait en fait. Jonathan ne pouvait pas tout faire, donc on a recruté Anthony qui est arrivé ensuite. On a recruté une graphiste, illustratrice, et donc moi, plus ça a été, plus j'ai pris un rôle vraiment de chef de projet, à faire moins de production. Et donc au fur et à mesure, on a réussi à trouver notre mode de fonctionnement, notre workflow. Donc moi j'appelle artisanal, parce qu'au-delà de ce wrapper, en fait, tout était fait à la main.
Et donc voilà comment on travaillait à Speaky Planet. Donc j'ai dit 2 développeurs, une graphiste, puis après il y a eu d'autres personnes, une personne en charge des contenus, notamment anglais, une personne au web marketing. On était une équipe de, parfois on a jusqu'à 10 personnes avec les stagiaires. Donc on choisissait notre thème en réunion collective, le thème du jeu. Donc pour ça on s'appuyait sur les référentiels de l'éducation nationale pour s'adapter au contenu qui intéressait les enfants, notamment à l'école, hein, pour être en cohérence avec ça. On choisissait un thème et en fait on se donnait un peu une espèce de liste de voilà, les 6 nouveaux jeux qu'on va créer, ils seront sur tel thème. On se répartissait ces jeux et ensuite on faisait la conception à 2 ou à 3, donc sur plusieurs petits rendez-vous, 2, 3 rendez-vous pour vraiment poser le gameplay, etc. Et à partir de là, moi je rédigeais 2 cahiers des charges. Un premier cahier des charges qui était à destination des illustrateurs et un deuxième cahier des charges à destination des développeurs. Et en parallèle, donc il y avait une collègue qui rédigeait tous les textes en anglais, qu'elle faisait valider par des collaborateurs anglais qui travaillaient avec nous. Ensuite, voilà, il y a la phase d'illustration-animation qui pouvait être gérée soit par des freelances, soit en interne. Le développement, alors on a tenté d'externaliser, mais c'était compliqué. On avait fait une doc hyper détaillée de notre wrapper pour expliquer comment il marche, parce qu'il y avait une API qui permettait de communiquer avec les jeux. Mais c'est compliqué parce que, j'anticipe un peu, mais on faisait des tests utilisateurs dans des écoles partenaires et il y avait souvent des retours et après gérer tout ça avec les prestataires extérieurs, c'était pas simple. Donc au bout d'un moment, on a réinternalisé tout le développement chez nous. Donc en AS3, c'est ActionScript, c'est le langage de Flash. Il y avait tout le travail de design sonore ensuite qui était fait. Avec, là aussi on a automatisé un petit peu parce qu'en fait les sons étaient chargés par le wrapper et du coup on avait toute une interface pour charger les sons dans notre back-office où le designer sonore pouvait gérer tout seul en fait sa mise en ligne de son et voilà. S'il y a des questions, hein, j'essaye d'aller vite parce que je sais que j'ai pas beaucoup de temps, donc s'il y a des questions après on pourra revenir dessus. Ensuite, je l'ai dit, donc une phase de test importante, des tests en interne et aussi des tests avec nos écoles partenaires. Alors ces tests, ils étaient à la fois pour repérer les bugs, mais pas seulement, aussi pour repérer finalement ce qui fonctionne pas, pour comprendre en fait les attentes des enfants, pour repérer là où il y avait des incompréhensions. Donc ça nous amenait parfois à revoir un peu nos gameplays. À les retravailler et c'est là où je dis que notre approche elle est très artisanale parce qu'on s'est interdit assez longtemps de copier-coller des gameplays ou de les sortir en se disant ça va passer et voilà, on avait quand même une envie de faire de la qualité. Et puis après il y a toute la partie mise en ligne des jeux qui était accompagnée d'une fiche pédagogique, d'un trailer vidéo et puis tous les éléments promotionnels sur les réseaux sociaux, l'emailing, etc. Et donc vous voyez, ça fait quand même pour un jeu un temps de travail qui est assez long, une série de tâches qui prennent de l'importance. Donc on s'est posé la question de comment diminuer les coûts de production, sachant qu'on devait produire, je rappelle, 3 jeux par mois. Et donc c'est une question qui était surtout très importante d'un point de vue économique. Donc on a mis en place un reporting, moi ça m'a permis en fait de savoir combien nous coûtait chaque jeu. C'est-à-dire que tout le monde comptait ses heures, et là on s'est dit effectivement il faut qu'on arrive à optimiser tout ça. Donc une première solution qu'on a trouvée, ça a été de produire des séries. Là vous voyez un exemple, on a ce personnage qui s'appelle Super Héros, là c'est un petit jeu de plateforme, et en fait au lieu d'en sortir un, on en a sorti 3 sur des thématiques différentes. Là celui-ci c'est... alors on l'a sorti au moment de carnaval, des fois on avait des choses qui sortaient un peu des thèmes scolaires, mais au moment de carnaval sur les déguisements, un peu tout ce qui est autour de la fête. Là c'est les animaux, donc ça c'est un thème qu'on a travaillé dans plusieurs jeux, et là c'est les différents métiers. Et en fait ces 3 jeux-là, ça paraît pas, mais ils sont similaires au niveau du développement. Il y a plein de choses qu'on a pu reprendre en fait d'un jeu à l'autre. Et on avait plein de séries comme ça, on a fait des séries, là c'est une série un peu plus élaborée, mais on a fait des séries de puzzles. On avait des séries de jeux de memory, de jeux d'objets cachés, où on prenait en fait 3 fois le même personnage, mais avec un champ de vocabulaire différent et puis des décors qui varient un petit peu. Donc ça donne l'illusion que c'est 3 jeux complètement différents, mais en réalité on gagne du temps aussi. Une autre solution, ça a été
On a eu pas mal de stagiaires qui sont passés par chez nous. J'ai pas retrouvé les photos de tout le monde, mais voilà, on a eu du monde, aussi bien sur la partie illustration, animation, graphisme, que sur la partie développement. On prenait des stagiaires qui pouvaient rester assez longtemps parce qu'évidemment, il fallait les former à notre process, et puis notamment les illustrateurs qui ne savaient pas se servir de Flash, il fallait vraiment qu'ils le prennent en main. Donc c'était plutôt des stages 3, 4, 5, 6 mois. Voilà, donc ça a été un moyen qui nous a permis de réduire nos coûts. Et puis un autre moyen, ça a été de se simplifier la vie en utilisant des gameplays proches. Là par exemple, on a 3 jeux de memory qui sont dans des univers complètement différents, qui traitent d'une thématique différente, mais au niveau du développement, bah évidemment, comme on réutilise un même gameplay, bah ça prend moins de temps. Et puis, alors ça, on s'en est aperçu avec nos tests utilisateurs. En fait, ce qu'on s'est aperçu, c'est que les enfants, c'est pas tant le gameplay qui leur plaisait, enfin, ça a forcément un impact, mais c'était aussi tout l'univers narratif qu'il y avait autour. Les personnages, ils accrochaient vraiment sur certains personnages. Par exemple, le super-héros qu'on a vu tout à l'heure, c'était un peu l'idole des enfants. Après, on a mis en place des commentaires, on avait plein de commentaires sympas sur ce personnage-là. Et donc on a simplifié un peu nos gameplays au bout d'un moment et on s'est dit on va mettre l'accent sur la narration, donc ça implique des coûts supplémentaires en termes d'illustration, mais ça en réduit en développement, et l'un dans l'autre finalement c'était plus efficace comme ça pour nous. Et on a travaillé aussi avec un scénariste petit à petit qui nous a aidé à vraiment améliorer en fait les narrations qu'on pouvait mettre en place. Donc c'est des petites cinématiques en début de jeu, c'est voilà, des animations en cours de partie aussi, qui permettent d'enrichir finalement assez facilement un jeu sans avoir beaucoup de développement à faire. Et il y a eu un moment où on reste dans tout ça sur une approche assez artisanale finalement, parce que le développement en soi, il reste, chaque jeu demande un développement qui lui est propre. Et le déclic pour nous, il est arrivé un petit peu tardivement. Ça a été le moment où on a dû se mettre à développer notre application pour tablette. Parce qu'en fait, on a reculé. Au début, on n'était que sur ordinateur, évidemment. Avec Flash, on ne pouvait pas aller sur tablette tout de suite. Et donc, il y a eu un moment donné, on s'est dit, le chantier tablette, ça y est, la fin. Il faut vraiment qu'on s'y mette. Et du coup de ça, il y a eu le besoin de reprendre des gameplays de certains jeux, tout simplement, parce que quand on est au contrôle clavier, il faut imaginer des contrôles différents pour être sur tactile. On a des jeux... voilà, les contrôles changent, le gameplay change. Les jeux de plateforme, par exemple, c'était compliqué de les adapter sur tablette. Et puis, il y avait aussi au niveau du format, en fait, qu'il fallait réadapter. Donc, on s'est dit, il va falloir qu'on reprenne tous nos jeux, un à un, pour les adapter à la tablette. Là, il va falloir qu'on optimise en fait le travail de développement, parce que sinon c'est trop titanesque, et du coup ça pouvait être décourageant. Sachant qu'à ce moment-là, on avait déjà une centaine de jeux en ligne. Donc voilà, reprendre 100 jeux pour les adapter, c'était compliqué. Donc la nécessité, ça a été de se dire on gagne du temps, et pour gagner du temps, on a décidé de développer des moteurs de jeu. Donc je vais vous expliquer après comment on a travaillé sur ces moteurs de jeu, et c'est ce que moi j'appelle l'ère industrielle, qui est le moment où on a automatisé, autant qu'on a pu, la production de nos jeux. Donc il y avait plusieurs problématiques qu'il fallait qu'on résoudre. Cette nécessité d'aller vite, parce qu'on était déjà en retard sur notre chantier tablette, donc il fallait qu'on aille vite. Il fallait qu'on limite le nombre de moteurs. Donc on a mis en place des moteurs de jeu, mais l'idée c'était qu'on ne développe pas un moteur pour un ou deux jeux. Ça aurait été une absurdité. Donc un moteur devait être le plus générique possible pour qu'on puisse y faire rentrer une dizaine de jeux qui parfois semblaient très différents les uns des autres. Il fallait qu'on ait évidemment une compatibilité entre tablette et ordinateur pour ces moteurs, c'est-à-dire qu'ils marchent aussi bien sur les deux devices, on va dire. Il fallait qu'on puisse factoriser notre code sans appauvrir le gameplay, donc pouvoir anticiper toutes les variantes de jeu en fait finalement qu'on pouvait avoir, et d'avoir de la souplesse dans nos moteurs de jeu, ça c'était important. Et puis il fallait que la création de ces moteurs ne vienne pas complexifier outre mesure le travail d'illustration, parce qu'il faut savoir que nos illustrateurs ne sont pas développeurs, donc il fallait que pour eux ça reste quand même assez facile
de nous produire des éléments graphiques. Parce que ces moteurs, on les a fait pour reprendre nos jeux, mais ensuite pour en développer de nouveaux. Et donc on a dû faire un arbitrage, c'est-à-dire qu'en réalité, il y a certains jeux qu'on n'a pas pu passer sur ordi, parce que c'était des gameplays qui étaient trop complexes, qui étaient trop élaborés, et qui étaient trop uniques dans notre panel de jeux. Donc ceux-là, en fait, en réalité, quand on dit qu'il y a 221 jeux, sur l'application, il y en a moins, parce qu'on n'a pas passé tous les jeux sur la tablette. Pour travailler sur ces moteurs de jeu, en fait, c'est surtout les 2 développeurs et moi qui avons fait ce travail-là. Donc on a d'abord fait un état des lieux de tous les jeux qu'on avait, et on a réfléchi à quel regroupement on pouvait réaliser. Et on a essayé de prioriser tel moteur, comme ça concerne 12 jeux, on va le faire en priorité parce que c'est plus bénéfique que de faire celui-ci qui va en concerner que 4. On a défini aussi qu'il y avait là c'est un petit peu plus complexe, en fait on a des moteurs de jeu, par exemple un jeu d'objets cachés, un jeu de memory, un jeu de tap-top, c'est des exemples simples, un jeu de quiz. Mais on a aussi des moteurs qu'on a appelés génériques, qui sont des espèces de sous-moteurs finalement, qui sont appelés par des moteurs de jeu, comme par exemple un moteur d'animation. Je vous ai parlé de la narration qu'on a mis en place, toutes les cinématiques. Et en fait, ça, c'est géré aussi par un moteur pour lancer, par exemple, lancer les sous-titres au bon moment, caler les effets sonores, gérer la pause, etc. Et ça, en fait, c'est repris dans plein de jeux, mais peu importe le moteur finalement. Donc on a fait des sous-moteurs. On en a un autre aussi, un sous-moteur, qui est un sous-moteur de ce qu'on appelle les phases d'exposition. C'est en fait des séquences de jeu où les enfants sont exposés à du vocabulaire. On en a régulièrement dans nos jeux. C'est-à-dire qu'il y a des temps où ils sont en action, etc. Puis il y a des temps où un peu ils révisent. Et donc ils cliquent sur des éléments d'une manière ou d'une autre. Et ça leur permet de réentendre les mots qu'ils ont déjà entendus, par exemple, en jouant dans la phase d'avant. Donc ça, c'est l'exemple de moteurs génériques qui sont utilisés dans pas mal de moteurs de jeu. La rédaction des cahiers des charges, c'est moi qui m'en suis occupée, en fait, de relister pour chaque moteur les différentes fonctionnalités, toutes les variantes à anticiper, etc. Ensuite, le développement, c'est Jonathan et Anthony qui se sont répartis les moteurs entre eux. La rédaction des documentations techniques, on l'a fait ensemble. Il faut savoir qu'à Speaky Planet, c'est moi qui faisais les documentations techniques, même si je ne suis pas développeuse, je comprends quand même le langage des développeurs. Et en général, les développeurs, alors je ne sais pas si c'est vrai pour tout le monde, mais ils ont cette difficulté d'arriver à expliquer de manière très simple ce qu'ils ont élaboré de manière un peu compliquée dans leur tête. Et donc, moi, je faisais vraiment ce travail de vulgarisation. Donc, ils m'expliquaient vraiment leur code, toutes les différentes les paramètres des fonctions, etc. en détail. Et moi, j'avais cette facilité, en tout cas, de pouvoir rédiger nos docs techniques. Et puis après, il y a toute la phase d'intégration des jeux, et c'est là où ça devient intéressant, parce que des gens qui ne sont pas développeurs peuvent créer des jeux. Donc moi, j'ai pu créer des jeux après, et ça, c'est chouette, c'est assez gratifiant. Concrètement, un moteur de jeu, je ne veux pas rentrer trop dans le détail parce que c'est assez complexe, mais on pourra en discuter après. Ça se compose comment ? En fait, ça se compose. Donc, le moteur, c'est un programme qui est intégré dans sur notre site, après en pré-prod, qui est chargé dans le wrapper. Et il y a 3 documentations techniques. Par exemple, là, je vous ai donné l'exemple pour le memory. Il y a une partie qu'on appelle la charte d'intégration, donc qui explique finalement comment paramétrer un fichier XML après avec toutes les différentes variantes de jeu. Comment aussi organiser ce qu'on appelle les assets de jeu, donc tous les fichiers illustrations du jeu, il faut les nommer correctement, les ranger correctement. Je ne rentre pas dans le détail, mais sur Flash, en fait, on peut donner des noms aux occurrences sur la scène qui sont après appelés par le code, et ça, il faut le faire de manière assez carrée. Donc c'est dans la documentation des ressources graphiques où on explique comment faire. Et puis, on avait une documentation sur les sons, parce que c'est pareil, les sons, pour qu'ils soient appelés correctement par le moteur, il fallait qu'ils aient des noms précis qui correspondaient en fait à leur fonction. Par exemple, dans le memory, on a des cartes. Pour chaque carte, il y a un son en français, un son en anglais, pardon. Et ce son-là, il doit être nommé de telle manière. Et du coup, ça, c'est à rentrer dans notre back-office. Le designer sonore qui fait ça, il avait cette charte-là pour savoir comment il devait appeler les sons exactement.
Et puis à côté, il y a la charte d'intégration pour les animations du jeu, parce que comme j'ai expliqué tout à l'heure, on a le moteur du jeu et puis après le moteur générique qui vient se greffer par-dessus. Donc voilà, en gros, comment ça fonctionne. Après, une fois encore, hein, on pourra échanger plus en profondeur. Et je reviens sur notre workflow finalement. Donc là, ça c'est le workflow qu'on avait avant. Et ça a permis de le faire évoluer, de le simplifier vers un workflow où on a supprimé des étapes et on en a simplifié certaines. Oh, une petite animation qui bug. Où là, il n'y a plus qu'un seul cahier des charges à rédiger. Notamment, il n'y a plus de cahier des charges développement, il n'y a que le cahier des charges d'illustration. La conception, évidemment, comme on part sur des jeux où le gameplay a déjà été éprouvé, on ne le faisait plus qu'à deux parce qu'en gros, il y a la scénarisation à mettre en place, mais le gameplay, il est déjà là. On zappe la phase de code, hein, on passe juste à un paramétrage XML, donc c'est beaucoup plus simple. Et puis après, ce qui a été simplifié aussi, là c'est indépendant de l'aspect technique, mais on s'est passé on a arrêté de faire des trailers de jeux aussi. Donc on a réussi en fait à simplifier, mais on voit bien, hein, la question de départ c'était est-ce qu'on peut automatiser la production de jeux de serious game. J'ai envie de dire finalement on peut automatiser certaines parties, mais il y a toujours une part qui reste de l'artisanat et la part notamment qui est plus de l'ordre de l'émotionnel, de la narration, donc tout ce qui est lié aux illustrations et aux animations, parce que ça reste hyper important malgré tout. Voilà ce que j'avais à vous dire. Merci de m'avoir écouté.